film, la musique que l'on entend est ce qu'on appelle du bluegrass, hein, c'est du blues du Mississippi. De quelle manière cette musique bluegrass résonne avec votre propre musique même? C'est une bonne question. Je ne sais pas, c'est le côté storytelling. J'aime bien cette idée. Enfin, le bluegrass, c'est du blues en réalité. Il n'y a pas que ça dans le film, il y a aussi du gospel. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette façon qu'ils ont de raconter un fait divers par la musique et qui fait que quand on le chante, c'est d'un coup plus du tout anodin. Et comment ça résonne en moi, c'est que j'ai l'impression que de toute façon le folk c'est ce qui m'a motivé, je suis une autodidacte, donc quand j'ai été aux États-Unis, j'ai essayé de comprendre comment on écrivait des chansons. J'ai écouté beaucoup de blues, j'ai écouté beaucoup de folk, parce qu'en fait en réalité c'est du folk. Et cette façon très honnête de raconter des histoires, et chacun il comprend ce qu'il a envie de comprendre. C'est ce qui me touche le plus, c'est l'authenticité en fait, de cette musique. Authenticité, puis j'imagine qu'il y a aussi un paysage dans le voyage, peut-être les paysages aussi vous ont inspiré, dans les paysages du Mississippi. Donc dans vos albums, quand vous faites des chansons, il y a aussi un point commun avec le cinéma qui est de raconter des histoires. Est-ce que vous avez le sentiment aussi de raconter des histoires à travers vos chansons? C'est pas juste un sentiment, c'est vraiment ce que je veux, raconter des histoires. Il y a une citation de Nina Simone que j'aime beaucoup qui dit qu'un artiste doit être le conteur de son temps. Et je trouve ça intéressant. J'ai pas l'impression que l'art, ce soit du divertissement. Pour moi, l'art, c'est l'éveil. C'est là pour ouvrir les consciences, les regards, les cœurs. Et par là, on le fait en racontant une histoire. Parfois, c'est son histoire, parfois, c'est l'histoire des autres. Mais j'ai l'impression que quand on raconte l'histoire d'une personne, on raconte aussi l'histoire de l'humanité. C'est ça aussi le cinéma, c'est aussi, j'ai l'impression, le sujet du film. Alors la musique de film, vous l'avez compris, le sujet du Festival de Marseille, et je vous interroge sur ce défi qui est votre premier travail au service d'un film. Comment vous l'avez appréhendé? C'est pas évident de se mettre au service comme ça d'un film, de quelque chose qui n'est pas écrit par vous. C'était pas évident, surtout que la réalisatrice Audrey Dana avait une idée très spéciale. Elle voulait faire un film d'actrice, mais elle voulait aussi faire un film de chanteuse. Donc il fallait écrire des chansons pour d'autres voix que la mienne. Donc c'était la première fois que je faisais ça, mais j'ai aimé énormément l'exercice parce qu'il y a quelque chose de libérateur dans le fait de se soumettre, de se mettre au service de l'autre. C'est-à-dire que je n'étais pas obligée de chercher dans mon expérience personnelle, ma souffrance pour écrire une chanson. Je devais écrire une chanson pour une scène et pour une chanteuse, et il y avait quelque chose de libérateur. J'avais l'impression d'être juste un canal de transmission, et la mission, de fait, elle devient plus facile. De plus en plus d'artistes d'albums de scène se mettent à faire de la musique de film. Est-ce que c'était juste un one-shot ou alors c'est quelque chose qui vous intéresse? Pour l'instant, c'était un one-shot parce qu'il n'y a pas eu un seul second shot. C'est quelque chose qui m'intéresse. Après, il faut être appelé par des réalisateurs. Mais écrire de la musique pour un film, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi libre que d'écrire un album pour soi. Donc, je pense qu'il faut aussi être motivé par le film et il faut une rencontre avec le réalisateur, ce qui a été le cas avec Audrey. Elle a écrit son film en écoutant mon premier album et on s'est rencontrés comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment à chaque fois une conjoncture entre des rencontres, surtout, entre deux artistes et qu'est-ce qu'ils ont envie de dire ensemble. Et il y a évidemment le propos, ce film-là qui est sur la place des femmes dans la société. Et vous avez aussi écrit une chanson pour Woman, le film justement voilà, sur les femmes dans le monde. Comment vous avez conçu cette chanson? C'était sur les images, sur le récit? Oui, c'était sur les images. C'est le film de Yann Arthus Bertrand qui est sorti juste avant le Covid. Donc malheureusement, ce film n'a pas été vu beaucoup et c'est dommage parce que c'est vraiment un très beau film qui laisse parler toutes les femmes du monde, enfin une grande partie des femmes du monde, et surtout des sujets tabous, moins tabous, drôles, tristes, violents. Et c'était une autre manière de donner la parole aux femmes. Donc j'ai vu le film et on m'a demandé de faire le générique de fin. D'abord j'étais extrêmement touchée parce que c'est un film très fort, et de participer à ce film, qu'on ait pensé à moi, c'est pas rien. Oui, je me suis inspiré des images, mais j'ai travaillé aussi avec Armand Amar qui a composé la musique.
Et l'idée, c'était de pouvoir, en une chanson, décrire le combat de toutes ces femmes et de toutes les femmes dans le monde et qui demandent juste l'égalité, pas plus, pas moins, juste ce qu'on leur doit. Voilà, donc, j'ai eu la chance de faire partie de cette aventure et ça a été une magnifique expérience. Voilà. Il y a Marc, grand compositeur il y a Anne-Sophie Versnayen aussi, je crois qu'elle a participé, qui est une des rares compositrices. Être compositeur pour le cinéma, c'est vrai qu'il est majoritairement masculin, ça me permet de l'évoquer. Il y a très peu de compositrices, donc voilà, il y en a de plus en plus qui arrivent, donc c'est très bien. Voilà, alors, vous êtes ici aussi pour poser vos questions, évidemment, vous avez envie d'échanger avec Mélanie. Eh bien, c'est le moment, profitez-en. Et je passe dans la salle avec mon micro, via la caméra, donc il faut que ça soit enregistré. Mais enfin, c'est pas pour vous intimider que je dis ça. C'est les réponses qui seront intéressantes à entendre. Vous avez déjà vu le film? Qui a déjà vu le film qui le revoit ce soir? Oui. Ah, c'est bien. Enfin, c'est bien aussi qu'il y en ait plein qui le découvrent pour la première fois. C'est super de découvrir un film aussi bon. Et voilà. Donc, commentaires, questions, n'hésitez pas, sinon je continue. C'est intimidant même pour moi qui suis là. Oui, il y en a une là-bas. Bonsoir. Au-delà de la musique, qu'est-ce qui vous interpelle dans ce film, en fait, Ouganda? Ce qui m'interpelle, c'est la manière dont le réalisateur a trouvé pour décrire une Amérique des années 30, du Mississippi. Il est passé par l'humour, mais tout est très sérieux. La façon dont on traite les prisonniers, la façon dont on envisage les Noirs, la façon, même tous les petits traits sur la politique, sur l'histoire de la posture, sur l'histoire de manipuler les foules. Finalement, je trouve tous les thèmes ils sont très actuels. Et je trouve que c'est très intelligent, cette façon qu'il a eu d'apporter une première, une deuxième, une troisième lecture. On peut s'arrêter juste à l'humour si on veut, mais en réalité, on est très vite happé par ce qu'il veut nous dire. En fait, cette espèce de peinture de l'Amérique du Sud, le Mississippi, ça reste aujourd'hui un État quand même assez à part, encore très violent, encore bien raciste. Et je trouve intéressant qu'il essaye de décrire une Amérique contemporaine dans les années 30. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est si vieux, que c'est si loin. Et c'est la double et triple lecture du film qui m'intéresse. Et de passer par l'humour, c'est vraiment... c'est très intelligent, je trouve. Voilà. Très bien. Autre question? Je dirais un grand mal. Dans ce film, il y a beaucoup d'enregistrements des années 30, des originaux. Qu'est-ce que vous avez pensé même des voix? Parce qu'évidemment, il y a aussi des non-professionnels qui chantent, qui reprennent les chansons, les acteurs. C'est toujours ça, faire chanter les acteurs, c'est quand même toujours particulier. Et vous qui êtes professionnel de la voix, quel regard vous portez sur ces voix fragiles? C'était pas si fragile parce que je pense qu'ils sont doublés par des vrais chanteurs. Georges Clooney est doublé. Ouais. Donc ils chantaient plutôt bien. Moi je trouve que si l'acteur il sait chanter, c'est bien, mais si c'est pas chanté, il se fait doubler, il n'y a pas de honte. L'idée c'était pas de montrer la vulnérabilité de Georges Clooney en tant que chanteur. L'idée c'était, je pense, de faire une chanson suffisamment entraînante pour qu'on ait envie de les aimer, c'est pas ça. Georges Clooney est doublé par un musicien de blues, Dan Tyminski, sur la chanson Man of Constant Sorrow. Et puis il y a aussi un Tommy Johnson, le personnage qui interprète Chris Thomas King, qui est en fait un bluesman célèbre de l'époque. Moi je ne le connaissais pas, je ne sais pas si vous le connaissiez, mais apparemment il était donc à la fois acteur, musicien et chanteur. Donc tous les talents ont pu être mis au service de ce film. S'il y a d'autres questions, remarques? Parce que ce n'est pas forcément mes commentaires qui sont les plus intéressants là. Est-ce que l'audiovisuel inspire aussi votre travail, au-delà même du cinéma? C'est-à-dire qu'évidemment, dans la chanson, il y a aussi le clip. Est-ce que vous portez un regard sur vos propres clips? Est-ce que vous, parfois, dans les concerts, vous prêtez aussi attention aux images, aux visuels qui pourraient illustrer les concerts? Voilà, quel est le lien
il peut y avoir entre le visuel et votre musique dans une représentation comme un spectacle? Alors, il n'y a pas de projection vidéo en tant que telle. C'est deux questions différentes. Il y a le clip, il y a les clips. Je pense que les clips, c'est aussi une manière de montrer quel genre d'artiste on est. Donc le clip, c'est important. Ça vend une chanson, bien sûr, mais c'est surtout, ça dit quel genre d'artiste vous êtes. Donc la place du cinéma a toujours été importante. C'est-à-dire que, par exemple, pour les 3 premiers clips, c'était vraiment des hommages au cinéma. Le premier clip de You Will Never Know, c'était un hommage à Orfeo Negro. Le deuxième clip, c'était Please and Change, c'était un hommage à Carmen. Et le troisième, c'était un Pray for Help, et c'était un hommage à Tuki Buki, qui est un film de Djibril Mambéty. Donc, le cinéma, ça a toujours eu une place importante dans ma vie, parce qu'on peut dire beaucoup de choses avec une image, même plus qu'avec de la musique. Et quand on a les deux ensemble, c'est encore plus magique. Mais pour ce qui est du live, non, j'ai pas de projection vidéo, mais par contre, le visuel, ce qu'on voit, c'est important. Donc, ça va se voir avec la musique, mais surtout avec les lumières. Qu'est-ce qu'on veut dire avec les lumières? J'ai un projet aujourd'hui qui s'appelle Voodoo Cello, qui est un projet assez atypique. C'est 8 violoncelles et une voix, et c'est tout. Et c'est vraiment l'histoire du parcours initiatique de cette prêtresse vaudou qui raconte sa vie à travers les chansons des autres, avec ses 8 violoncelles vaudou. Et donc le visuel a été très très important. C'est très important de passer de l'ombre à la lumière en passant par l'aube. Et vous faites ça comment? Vous faites ça avec des projections d'ombre, vous faites ça avec un travail sur la lumière, sur la chorégraphie, sur les costumes. Donc c'est important parce que ça dit quelque chose de qui vous êtes. Ça fait envie, ça a été joué ou c'est un projet? C'est joué, ça a commencé, on a fait une trentaine de dates. Ah oui, donc faut surveiller. Je ne sais pas quand est-ce qu'on arrive à Marseille, je sais que bientôt on est à Sainte-Maxime, je sais que c'est pas à côté, mais c'est quand même plus proche de Paris. Mais oui, c'est en tournée, on tourne partout en France et dans le monde. Ah oui, c'est vous les noter en plus, bien sûr. Autre commentaire et question. Ah, vous êtes bien timide. Oui. Pardon, moi j'ai une question qui n'a pas de rapport avec le film. Je me pose la question de savoir quand vous étiez petite, jeune, comment vous vivez votre voix qui est devenue, pas qui était votre voix petite, mais elle est tellement belle maintenant et particulière que je me demandais. Voilà. La question c'est comment j'envisageais ma voix, c'est ça? Comment vous la viviez? La viviez. Parce que je suppose que petite, déjà, vous aviez une voix particulière. Oui, on peut dire ça. J'avais la même voix. Donc là, à mon âge, ça passe. Mais quand on a 6-7 ans, ça fait peur. Donc à l'époque, on me disait, ma voix, c'est quand même quelque chose qui a été très compliqué à gérer petite, oui. Moi, je ne m'entends pas avec une voix particulière, c'est ma voix, mais c'est vraiment l'extérieur qui n'a pas arrêté de me dire qu'est-ce que c'est que cette voix, la fille avec la grosse voix, la voix d'ours, la voix d'ogre, j'avais tout. Donc j'ai mis du temps à accepter et après à aimer cette voix. C'est vrai, ça a été très compliqué parce qu'en même temps, j'aimais chanter, ça me mettait à un endroit magique en fait. Je pouvais m'isoler, j'étais heureuse à chanter toutes ces chansons. Et à la fois, les gens autour de moi qui représentaient la société me disaient que cette voix n'était pas normale. Donc, ça a été difficile d'accepter cette voix, d'aimer cette voix et en même temps de vouloir être chanteuse. Donc, j'ai vécu un paradoxe très longtemps avant de me dire ma voix elle est comme ça, je ne peux rien y faire. Voilà. Bravo d'en avoir. Voilà, nous en faire profiter. Vous avez une belle voix aussi, d'ailleurs. Comment? Vous avez une belle voix aussi. Merci. Je chante vos chansons des fois. Très bonne question et très beau témoignage. S'il y a d'autres questions, remarques, commentaires, d'autres chanteuses parmi vous, justement, qui veulent avoir des recommandations, je ne sais pas. Ce film musical,
Et plus largement, est-ce que les films musicaux, les comédies musicales, comme on le dit, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement? Alors, je vais vous dire un truc, pas du tout. J'aime pas tellement la comédie musicale parce que j'aime bien être dans une histoire, mais d'un coup, il y a un mec qui se met à chanter, ça m'énerve un peu. Il faut que ce soit une bonne comédie musicale, je crois. À la limite, quand je vais la voir au théâtre, je sais que ça va être une comédie musicale, mais je sais pas, il y a un truc avec la comédie musicale qui m'agace. Bizarrement, c'est pas le genre qui m'intéresse le plus. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de biopics musicaux aussi. Alors c'est très étrange parfois d'avoir un biopic en fiction parce qu'on a une actrice qui va jouer la vraie chanteuse. Et par exemple, il y a un documentaire sur Amy Winehouse qui s'appelle Amy, que je trouve bouleversant. Est-ce que justement, voilà, des documentaires sur les chanteuses, est-ce que ce sont aussi des choses que vous avez en référence, des choses qui vous intéressent? Ah, les documentaires, c'est encore autre chose. Ça m'intéresse. Justement, quand on m'a demandé de choisir un film, j'ai hésité longtemps à faire No Direction Home, le documentaire de Martin Scorsese sur Bob Dylan, que je trouve génial, qui est vraiment sur une petite période de sa vie où il vient de sortir Blowing in the Wind et il se rend compte que cette chanson elle est prise complètement dans le mouvement des droits civiques et ça le dépasse complètement. Lui, il a juste écrit une chanson et il se rend compte qu'il est le symbole d'une génération et c'est tout ce refus et en même temps cette acceptation. Moi, j'adore par contre les documentaires en général. Et les musiciens, c'est encore mieux parce que c'est encore la même histoire, ils racontent une histoire. Et quand on écoute vraiment l'histoire d'une personne, on se rend compte que c'est son histoire à soi, quelque part. Et c'est ça qui me plaît. D'ailleurs, on parle de réalisateurs, mais il y a aussi évidemment des réalisatrices, et je pense là à Agnès Varda, qui dans les années 60 avait fait des documentaires aux États-Unis, parce qu'elle s'était installée là-bas dans les années, fin des années 60, et elle a fait des documentaires, alors j'ai pas les titres comme ça en tête, mais sur les droits civiques américains. Black Panther, exactement. Qui est génial, ce film. Ouais, tout à fait. On est là, on discute. On discute. Ah, oui. Question. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez mentionné folk quelque part comme une de vos inspirations. Je voulais savoir à quel âge et comment vous avez découvert cette musique. Le folk? Oui. Je l'ai découvert sur le tard, en fait. Moi, mes parents, ils écoutaient vraiment le top 50, la musique, la radio. Vraiment, ils n'avaient pas de culture musicale spécifique. Je suis vraiment arrivé dans la musique sur le tard, vraiment parce que j'avais envie. Et je l'ai découvert vraiment quand je suis arrivé aux États-Unis et que je me suis intéressé à tous les genres. Donc j'avais 19 ans. Et le folk, peut-être par Tracy Chapman au départ, sans savoir ce que c'était vraiment, parce qu'elle l'a rendu un peu plus pop. Et quand je me suis mise vraiment à essayer de comprendre comment est-ce qu'on écrit une chanson, j'ai commencé à gratter sur les chanteurs qui me parlaient vraiment. Et donc, quand vous allez voir Bob Dylan, vous allez voir les références de Bob Dylan et ensuite les références des références de Bob Dylan et vous vous rendez compte que vous êtes en train de fouiller dans la culture musicale folk américaine. Et ça m'a passionné. Vraiment. Un peu étonnant. Quand on voit le vaste travail que demande de l'entertainment, de la musique, du cinéma, etc., est-ce qu'au-delà de la musique, vous prévoyez travailler sur d'autres choses, des films, des séries, du théâtre Pour l'instant, comme je disais, je me consacre sur cette tournée, Voodoo Cello. Je ne sais pas encore. J'arrive à un moment, je pense, où j'ai envie de m'ouvrir à d'autres choses. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là. Bon, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, pour être honnête avec vous. Mais parce que c'est intéressant d'aller à la rencontre d'autres gens, des réalisateurs, des metteurs en scène. Donc tout est possible et tout est ouvert. Parce qu'en vrai, tout m'intéresse. C'est aussi un problème. Mais tout est possible. Et j'arrive à un moment de ma vie où je peux le faire en plus, parce que j'étais là à gratter la terre, à essayer d'exister en tant qu'artiste. Mais maintenant, mes objectifs, ils sont différents. Ça m'a demandé presque une vie entière. Et aujourd'hui, j'ai envie de voir d'autres choses, mais je ne sais pas encore quoi. Mais je sens que quand je le verrai, j'espère que je le reconnaîtrai. Mais ça, c'est dans le cas où quelqu'un vous contacterait de vous-même.
Moi, c'est ce que je vous dis, tout m'intéresse. La photo m'intéresse, le cinéma m'intéresse, mais la réalisation aussi m'intéresse. Être une interprète sur les planches, ça m'intéresserait aussi. Il y a quelque chose qui m'intéresse. À un moment donné, je voulais même ouvrir ma fabrique de cookies. Donc je vous dis, c'est un problème. C'est une histoire des fois de temps, de rencontres et oui, d'appel, quoi. Voilà, c'est aussi ça. Excellente question, parce qu'on a appris que Imani aurait pu ouvrir des boutiques de cookies. J'ai fait des très très bons cookies. Je dis ça humblement, mais c'est vrai. Une question juste par rapport à la voix, ce qui pourrait rejoindre la voix. Est-ce que ça vous intéresse, tout ce qui est style Janis Joplin, qui s'approche un peu de la trance et des choses comme ça voilà. Moi j'adore Janis Joplin, c'est pareil parce que en fait je suis attiré par toutes ces voix un peu atypiques parce que quelque part je m'y retrouve et quand je rencontre des Tracy Chapman dans mon parcours, des Nina Simone, des Janis Joplin, je me sens moins seul. Je me dis, mais en fait, on n'est pas obligé de toutes sonner comme Whitney Houston, par exemple, puisque c'est ma génération. Et dans ces voix, il y a plus que la voix et la texture. Quelque part, il y a un peu comme leurs ancêtres qui s'expriment à travers de leur voix, et donc c'est pour ça que c'est imparfait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'histoire qui me plaît. Janis Joplin, pardon, c'est un très bon exemple. C'est une artiste que j'écoute beaucoup, que j'aime beaucoup. Dernière question? Non, eh bien oui. Ah, une dernière ici. Merci. Oui, bonjour Mani. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous écoutez comme musique aujourd'hui et quelles sont les influences que vous avez eues et que vous écoutez encore aujourd'hui. Les influences, comme je disais, c'est Tracy Chapman, Bob Dylan, Nina Simone, toute cette famille entre le jazz et le folk. Aujourd'hui, j'écoute encore beaucoup de ces gens-là. Mais il y a tellement de groupes aujourd'hui différents. On a accès à la musique beaucoup plus facilement. J'ai écouté tout un tas de trucs, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'écoute un groupe anglais qui s'appelle Young Fathers, qui, au demeurant, n'a rien à voir avec ma musique, mais ça m'intéresse de voir les nouveaux trucs qui sont. C'est des Anglais qui ont des prods un peu barrés, mais qui restent fidèles à la chanson. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi, c'est la mélodie, la force d'une mélodie, d'une chanson. Et que ce soit de l'électro, que ce soit du rock, que ce soit de la folk, en fait, la chanson, elle tient de bout en bout parce que la mélodie, elle est là. Donc Young Fathers, c'est un groupe que j'écoute en ce moment. Génial. Eh bien, merci Imani pour votre générosité et ce partage. Bonne fin de festival. À bientôt.